très pertinent avec des exemples belges, européens, cités par les différents intervenants. Comme je suis l'animateur de cette soirée, je me permets juste une réflexion par rapport juste à la dernière intervention de M. Vallée. C'est vrai qu'en termes de légalisation entre guillemets de la fraude fiscale, c'est intéressant de voir qu'on parle d'une 4e déclaration libératoire unique. Alors des choses qui sont uniques mais qui se produisent 4 fois, c'est assez paradoxal. Ça dépend plus qu'une fois par an. Voilà. Unique annulé. Donc voilà, donc bien, nous allons donc vous donner maintenant la parole. Je vous remercie d'avance de ramasser vos questions et donc de n'en poser qu'une chacun à votre tour, quitte à ce que vous puissiez intervenir plusieurs fois. Donc une question à la fois, vous précisez à chaque fois à qui vous l'adressez, si c'est à une personne en particulier, si c'est à nos 3 ou à 2 intervenants. Et je propose également, pour compenser la virilité de notre panel, de réserver la primauté de l'ouverture du débat à l'une de nos citoyennes. Voilà, la parole est à vous. Alors si évidemment les citoyennes ne laissent la parole aux représentants... Voilà, la question. Ce qui se passe avec InBev à Louvain, est-ce que vous pouvez expliquer comment on est menacé de s'installer fiscalement en Irlande parce qu'il y aurait plus d'avantages et directement le gouvernement belge apparemment aurait répondu mais si c'est comme ça, non, restez et vous paierez moins ou pas de taxes. Je ne sais pas si vous pouvez un peu expliquer ce cas-là. Une question adressée aux 3 intervenants. Oui, ceux qui se sentent mieux à même de répondre. Justement, je voulais en parler, mais je n'ai pas eu le temps. Mais c'est assez extraordinaire, justement, par rapport au précompte mobilier. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement Di Rupo avait augmenté de 15 à 25%, et ce gouvernement-ci de 25 à 27%, le précompte mobilier pour n'importe quel actionnaire ou petit actionnaire. Mais effectivement, quand on a des cas comme AB InBev avec SAB Miller, donc il y a un projet de fusion, donc d'absorption de SAB Miller par AB InBev, qui est le numéro 1 mondial de la bière et détenu par la première fortune belge et des Brésiliens. Donc le problème qui s'est posé, c'est que en fait les actionnaires de SAB Miller aux États-Unis ou en Angleterre vont devoir payer un précompte. Voilà. C'est-à-dire que la AB InBev, si elle verse des dividendes, si elle leur verse des dividendes, devra retenir en Belgique un précompte mobilier. Et donc, eux, ils ne veulent pas payer ce précompte mobilier comme n'importe quel petit actionnaire, hein, et donc, d'autant qu'ils sont, comme je veux dire, qu'ils sont quelque part la maison mère, ou en tout cas une partie de la maison mère de cette multinationale. Et donc, le gouvernement belge a dit, en fait, l'Europe nous impose depuis des années de baisser le précompte mobilier drastiquement dans ce cas-là. Hein. Drastiquement, c'est autour de 1% quelque chose. Et donc, le ministre des Finances va s'empresser de transposer cette obligation européenne dans la loi belge, parce qu'il y a des grandes multinationales de la bière qui sont en difficulté, qui font une menace de délocalisation du siège, puisque si le siège d'AB InBev n'était plus à Bruxelles, mais à Londres, la Grande-Bretagne ne fait pas de retenue de précompte mobilier, et donc ce problème ne se poserait pas. Voilà, donc ça montre que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sur-mesure fiscal qu'on fait en matière de ruling, et bien ici on voit que pour une multinationale, le gouvernement belge fait du sur-mesure, avec une menace qui représente quoi? Parce que, en fait, la production de bière n'est pas du tout concernée par
ce possible chantage à la délocalisation, et même les services administratifs, quelque part, il suffirait de mettre une société avec 3 personnes ou même 0 personne à Londres et le tour serait joué. Donc, l'impact de la menace sur l'emploi, si tant est qu'il faut céder à ce genre de chantage, est de toute façon assez léger ou inexistant. D'utiliser des cas à l'ancien ArcelorMittal à Perra, je pense que une société visée par Marco. Bref, moi ma question c'est par rapport au mot politique. Quand même, il y a un tas d'associations, il y a des syndicats, tout le monde dénonce cette affaire. Tout le monde dénonce ça, mais ils sont censés travailler pour le bien-être collectif. Si je prends là le cas, pour ceux qui ne connaissent pas, ArcelorMittal, chez nous, ils déclarent les revenus de 2 entreprises à Perra, c'est une à Genk, une à Châtelet, où le restant du groupe européen, on a rien là-dedans. Et grâce à ce que ça s'appelle les internationales, ils ont donc fait un faux prêt, parce qu'il y a eu une réunion avec le directeur financier, vous posez des questions, on va c'est pas ce truc. Un faux prêt de 2,5 milliards d'euros dans une banque d'ArcelorMittal au Luxembourg, plus que la valeur des 2 sites complémentaires. C'est extraordinaire, et ça passe. Et bien sûr, la société belge doit payer des intérêts du prêt. Ça reste des bénéfices qui disparaissent dans les intérêts qui sont payés au Luxembourg, etc. Et ils ont payé 0 € en 2008. Et puis la crise est arrivée, le montage financier a commencé à prendre de l'aile. Voilà. Mais voilà, comment est-ce possible qu'un homme politique qui dirige un État, une nation, qui a besoin d'argent, puisse donner son aval sur ce genre de choses? Mais je parle bien, je ne parle pas du LR, mon copain, au PS, c'est le même. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je ne sais pas si c'est le capitalisme, c'est le monde dans le monde du capital, mais quand même, appauvrir sa propre nation, mettre à mal son État, obliger d'attaquer son peuple. Tu ne comprends pas ce qui se passe ici à la table, c'est surtout des martiens. Vous vous en rendez par rapport à eux. Donc tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et quels sont les intérêts derrière? Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils font ça? Quel est leur intérêt à eux? Je relais un peu cette question-là, parce que de fait, je trouve qu'il y a pas mal de désordres dont certains nous scandalisent quand on regarde, on suit l'un ou l'autre. Mais alors, moi je suis très frappé, évidemment, sur cette question de la fiscalité, ça ne tombe pas tout à fait dans la question de ArcelorMittal, mais c'est toujours le chantage à l'emploi. Alors, j'observe que les syndicats de services publics, par exemple, sont en flèche sur la question de l'impôt. Les autres, je m'excuse, au niveau européen, je vais être assez franc, mais qui sont très réservés, et notamment dans les pays de l'Est, évidemment. Et c'est là qu'on a créé une espèce de concurrence au travers de toute la construction européenne, en l'ouvrant, je dirais peut-être à la va-vite, pour faire courir les gens, parce que pour moi la compétitivité, c'est la course. C'est essentiellement faire courir les gens plus vite. Vous ne courez pas assez vite. En fait, c'est ça la question. Vous êtes là, qu'est-ce que vous provisez? Vous devez courir plus vite. C'est pour ça qu'en ville, il y a beaucoup de gens qui courent. Et quand vous allez à la City, à Londres, je suis passé par là, moi j'ai été renversé de voir ces blocs de gens qui courent, tous avec des cravates et tout ça, ils courent, ils ne sont pas là. non, mais en bloc comme ça, avec presque un chef de meute, enfin. Voilà, enfin, les formations. Bon, donc ce problème de la balance, que le chantage qui est exercé en disant vous voulez de l'emploi, vous devez accepter nos conditions, sinon on s'en va. C'est tout. Alors, avec la mondialisation, puisqu'on a laissé tomber les barrières de plus en plus, un clic et mon capital est parti. Avant, il fallait 3 mois, passer par une banque, laisser des traces, etc. Enfin, bon.
Et donc, c'est là qu'est le problème, c'est qu'en ouvrant les vannes, je dirais, du néolibéralisme, la dérégulation mondialisée, financière en grande partie, la conséquence, c'est tout à fait logique, tous les travailleurs sont en concurrence avec ceux des Seychelles ou avec ceux du Bangladesh. Alors les travailleurs ont plus de difficultés à se déplacer. Il n'empêche que la question actuelle avec les réfugiés montre très bien les bombes qu'on a préparées. Parce que pour moi, les réfugiés, c'est aussi une des conséquences de cette mondialisation. Mais je crois que la question va plus loin que ça, parce que c'est la dérégulation néolibérale, et on est bien d'accord avec ça, mais comment se fait-il qu'une majorité de la classe politique, et on ne peut pas l'appeler autrement que la classe politique, c'est dommage, ça ne devrait pas exister, mais bon, voilà, c'est rendu à ça. En effet, je dis, si les politiques qui sont menées favorisent, et ça se mesure, 1, 2 ou 3% de la population, on peut se dire, enfin, allez, comment c'est possible qu'une majorité d'élus, objectivement, fasse le jeu d'une minorité de la population? Et c'est une question, qu'on me pose souvent, et 2, avec laquelle je me bats tous les jours, parce que je ne comprends pas ça non plus. Et donc, pour être depuis 6 ans à l'intérieur de la machine, en tout cas au niveau européen, les explications que j'ai sont les suivantes. Il y a évidemment l'aspect le plus outrancier possible, c'est la corruption pure et simple, c'est-à-dire des gens qui vous payent pour orienter la loi comme ci ou comme ça. Au début de mon premier mandat au Parlement européen, en 2009, en 2010, c'était peut-être début 2010, des journalistes britanniques ont offert du vrai argent à des vrais députés pour tabler des vrais amendements. Ils ont approché une vingtaine de députés, il n'y en a que 4 qui ont dit oui, et donc il y en a 4 qui ont accepté de l'argent pour déposer des amendements. Je pense que ça concerne une ultra-minorité, mais en tout cas, ce que cette expérience-là a montré, c'est que c'est possible. Mais sans aller aussi loin que ça, il y a des formes différentes. Alors on appelle ça peut-être pas corruption, mais conflit d'intérêts. Comment se fait-il que mon collègue Guy, qui siège pour le VLD, ancien Premier ministre de ce pays, est payé comme moi 75 000 € par an pour être député européen? Je vous rassure, moi je reverse une partie à Écolo, mais touche en même temps $250 000 pour siéger par an, pour siéger dans 4 conseils d'administration, notamment de holding financier ou d'armateurs. Alors on peut dire, oui mais enfin, tu ne vas quand même pas les soupçonner, cette personne éminente, de se laisser influencer par de l'argent qu'il recevrait de holding financière pour modifier son comportement de vote. On peut dire ça, mais enfin, moi je pense qu'on ne mord pas la main qui vous nourrit, et que donc il est quand même frappant que mon assistant parlementaire, qui est payé par le Parlement européen, ne peut pas gagner un eurocent en dehors de sa fonction d'assistant parlementaire, mais le député, il peut gagner tant qu'il veut du moment qu'il le déclare. Pas pour payer des impôts dessus, c'est pas la question, mais il faut que ça se sache. C'est comme ça qu'on sait que, donc il y a un registre public, on peut aller consulter sur Internet, tiens, tel député, où est-ce qu'il gagne sa vie en dehors du Parlement européen. Déjà, si on interdisait, ça serait pas mal. Et donc ça, c'est déjà une forme de conflit d'intérêts avancé. Moi, je connais des députés qui siègent à des conseils d'administration, de banques, de trucs, de machin. Un pas en deçà de cela, c'est ne pas être impliqué pendant son mandat parlementaire, mais ce qui peut jouer, c'est je suis député, je ne le serai peut-être pas toujours, parce que les hasards, les aléas électoraux sont tels que il faudra bien que je me retrouve un boulot quand même. Or, il se fait que les grands groupes ont plus de possibilités de créer des emplois sur mesure pour des ex-politiques que d'être la PME du coin. C'est assez clair, non? Donc, si je me comporte d'une manière sympathique pour ces gens-là, peut-être, qui sait, un jour, si je suis dans le besoin, qu'ils auront une oreille agréable à ma plainte. Je n'en sais rien. C'est une révolution à l'effet retard. Voilà, c'est l'effet retard. Mais, pour moi, le facteur le plus puissant de cette soumission d'une partie majoritaire de la classe politique aujourd'hui à la pensée unique, c'est un mécanisme d'ordre religieux.
C'est-à-dire que quand on regarde qui sont tous ces gens, c'est des gens qui ont fait l'UNIF, beaucoup d'entre eux, pas seulement en fac de droit, mais en fac de sciences éco, en école de commerce et que sais-je encore, où on enseigne cette religion. Rendez les riches plus riches parce qu'à la fin tout le monde en profite, l'économie du ruissellement. N'effrayez pas les détenteurs de capitaux parce que c'est eux qui vont investir. L'investissement d'aujourd'hui c'est l'emploi de demain, c'est la prospérité d'après-demain. Enfin, on connaît tout ce cinéma. Et ils ont bu ça au biberon quand ils étaient gamins. Ils ont grandi professionnellement dans un univers où tout le monde pense comme ça. Il se fait que ce qu'ils pensent leur a permis de faire une carrière à la Commission européenne, dans un ministère des Finances, dans une banque centrale, etc., etc., etc. Et vous savez, comment est-ce que je dirais, il est très difficile pour un être humain d'accepter que ce à quoi il croit est contraire au réel, si le fait de continuer à croire ces balivernes lui permet de continuer à gagner sa vie et de garder sa position. Autrement dit, si je suis économiste à la Banque Centrale Européenne ou dans une banque et qu'en fait un jour j'ai une illumination en me disant mais nom de Dieu, tout ce qu'on a fait pendant des années a contribué à ouvrir une majorité de la population, tout ce capitalisme financier en fait travaille pour 1% de la population du monde pour pas dire pour 0,1%, ben, je veux dire on va très vite m'indiquer la porte. Et c'est aussi même sociologique, je pense, que le fait de tout le temps baigner dans ce milieu. Je veux dire, je pourrais, au Parlement européen, ne rencontrer que des gens comme ça. Et aller dans des dîners où il n'y a que des gens comme ça. Et accepter les invitations au cocktail de tel chef d'entreprise et de tel chef d'entreprise et de tel banquier central et machin et truc. À force de baigner dans ce monde-là, on se dit, mais il n'y a pas d'alternative. Ça n'existe pas. Et ça, je crois que c'est un mécanisme extrêmement puissant d'asservissement de la pensée. C'est le conformisme d'une religion, et vous savez, pendant des années, des siècles, l'Église catholique a été la complice du pouvoir en place. Aujourd'hui, elle est un peu moins puissante, mais la nouvelle Église, celle des néolibéraux, est aujourd'hui là pour être proche des puissants et pour continuer à inonder le débat public et les médias et tout ce que vous voulez, de cette pensée unique, comme je le dis, rendez les riches plus riches parce qu'à la fin, tout le monde en profite. Mais soyez patients. Donc aujourd'hui, on vous fait crever un peu plus, mais c'est pour votre bien. Parce que demain, vous allez voir, vous en verrez les résultats, que les Grecs soient écrasés. C'est pour votre bien, les gars. C'est pour votre bien. Et tenez bon. Alors, c'est peut-être pas votre génération, c'est peut-être pas la suivante, mais normalement, les petits-enfants de vos petits-enfants peut-être verront la Grèce prospère. Mais tenez bon, hein, tenez bon. C'est ça. Quand moi je parle à Draghi, qui est le patron de la Banque Centrale Européenne, et que je lui dis, mais vous savez, il y a 3 millions de Grecs qui n'ont plus accès aux soins de santé, il vous répond, un peu gêné, oui, je sais que c'est dur, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même bien en passer par là si on veut redresser le pays. Donc je sais que des gens font, si tu as le sida aujourd'hui en Grèce, si tu as un cancer et que tu veux partie des 3 millions, pas de bol. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise maladie. Et tu crèveras. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'il faut pour que demain la Grèce soit prospère. Et le type vous dit ça comme ça, mais évidemment, il en parle de manière désincarnée. Ça n'est plus des êtres humains qui n'en parlent, c'est des statistiques. 3 millions ou même 25% d'Européens en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, c'est une statistique. Et quand on les rencontre dans la rue, ça prend une autre dimension. Voilà, moi, c'est comme ça que j'explique qu'une majorité de la classe politique se déconnecte et à cause de vivre dans cet univers où il n'y a pas d'alternative, finalement, se dit vraiment, commence à y croire. Avec d'ailleurs, si je peux rajouter sur un exemple même que tu as pris de Verhofstadt, il y a quelque chose de, on va dire, cocasse pour ne pas dire autre chose, puisque moi je vais écrire un livre sur la fortune des Boel, comme tu l'as mentionné, et il se fait qu'il est administrateur de Sofina, qui est le holding des Boel, qui est actionnaire de Suez Environnement, qui est candidat au rachat de l'eau privatisable en Grèce. Alors c'était fou de le voir donner des leçons à Tsipras au Parlement européen, et lui d'être administrateur d'un groupe qui lance sur la privatisation de l'eau en Grèce. C'est assez surréaliste. On mettrait ça dans un roman, on n'y croirait pas, quoi. Dans le même genre, puisqu'on a parlé des intérêts notionnels tout à l'heure, il faut savoir que Didier Reynders, avant d'être ministre des Finances, était administrateur du centre de coordination de Carmeuse. Donc Carmeuse qui appartient à la famille Collinet, qui est une des plus riches familles de Belgique. Et donc,
Ce centre de coordination, c'est profiter d'un avantage fiscal aberrant qui existait depuis les années 80, d'ailleurs c'était les pouvoirs spéciaux qu'il avait instaurés, mais cet avantage qui était réservé aux multinationales a été condamné par la Commission européenne. Et qu'est-ce que Reynders a fait? On va dire qu'il était proche des soucis de ces multinationales qui perdaient cet avantage, puisque lui-même il est administrateur, même pas de Carmeuse, mais du centre de coordination de Carmeuse. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton de pèlerin pour il a été frappé à toutes les portes. Il y a un lobby des multinationales qui profitait de cet avantage qui s'est constitué. Il était un peu leur porte-parole, il était frappé à toutes les portes pour essayer que l'Europe revienne sur cette décision. Mais quand il a vu que c'était peine perdue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé les intérêts notionnels qui étaient en fait le remplaçant des centres de régime fiscal, des centres de coordination. Donc voilà à quel point on peut dire, peut-être que même sans ça, il l'aurait fait, mais en tout cas, c'est clair, c'est que ça a poussé quand même d'autant plus dans ce sens-là. Donc c'est effectivement cette proximité crée ce que j'appelle une corruption idéologique. Donc il ne faut pas recevoir l'enveloppe forcément, même si au MR on sait qu'il n'y a quand même parfois des enveloppes, on l'a vu dans d'autres affaires, mais il ne faut pas forcément des enveloppes pour mener ce genre de politique. Et ce qui est fou par ailleurs, en matière de fiscalité, par exemple, si Philippe a parlé des universités, eh bien, qui enseigne le droit fiscal à l'ULB? Thierry Abscrift, qui est le maître à penser des fraudeurs qui ne s'appellent pas fraudeurs, donc des fraudeurs qui disent non, c'est la recherche de la voie moins imposée, ça n'a rien à voir avec la fraude. Donc voilà un type qui est avocat, à la fois prof d'UNIF, parfois même juge suppléant dans certaines affaires, donc qui écrit dans les revues spécialisées, qui écrit aussi dans Trends Tendance, voilà. Et donc, par rapport à ça, un juge qui a eu Abscrift comme prof, qui lit les livres d'Abscrift, qui lit ses tribunes dans Trends Tendance, et qui l'entend plaider, quelque part c'est normal qu'il va aller dans le même sens. Et quand un juge ne va pas dans le même sens, là, Abscrift trouve toutes sortes de techniques pour essayer de changer de juge. Voilà, et à contrario, on peut citer le cas de Paul Jorion, qui était balancé de la VUB, donc un économiste un peu, qui va un peu à contre-courant des idées libérales. Donc voilà, il était remercié par la VUB, donc il ne peut pas refaire la nouvelle année académique ici. Voilà, donc ça c'est effectivement cette corruption idéologique. Alors, les travailleurs par rapport à ça, je crois que les travailleurs, ils doivent, par rapport à cette conquête du libéralisme qui a touché même du personnel politique qui se dit de gauche, je pense que les travailleurs, ils doivent reconstruire leur idéologie à partir de leurs intérêts de classe et reconstruire vraiment une pensée qui s'oppose à tous ces dogmes qu'on leur impose au quotidien. Ça, c'est au niveau de la bataille idéologique. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui est déterminant? Ce qui est déterminant, c'est les rapports de force sur le terrain. C'est les luttes sociales qui se mènent dans les entreprises, qui se mènent dans les rues. Et là, par rapport à ça, je pense qu'il y a un mouvement social qui est annoncé maintenant avec le 7 octobre. Ce qui est déterminant, un point déterminant dans les revendications syndicales contre le gouvernement, c'est la question fiscale. Parce que ce qui est clair, c'est que si on n'a pas une alternative fiscale, on n'a pas d'alternative aux mesures antisociales du gouvernement. Il faut pouvoir dire non, toutes vos mesures, c'est des mesures antisociales qui s'attaquent à la sécurité sociale, aux services publics, etc. Nous, on veut un refinancement en faisant payer les 1% les plus riches de la population. Donc si les travailleurs n'ont pas cette alternative fiscale, ils n'ont pas une alternative politique à la politique que le gouvernement veut imposer. Voilà, et donc par rapport à ça, le tax shift, c'était vraiment une fumisterie assez incroyable, malheureusement. Beaucoup de syndicalistes ont marché dans cette fumisterie. On a vu des panneaux dans des manifs avec des syndicalistes qui revendiquaient un tax shift, mais un tax shift qui s'est fait comme le gouvernement avait décidé de le faire, puisqu'il se retrouvait dans sa déclaration gouvernementale, donc on savait déjà très bien ce que le gouvernement avait en tête, et donc réclamer un tax shift, évidemment, c'était se faire prendre dans ce piège du gouvernement, et maintenant que les mesures sont connues, on en a la démonstration a posteriori. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est pas un tax shift, c'est un shift des richesses, un transfert des richesses
de ces 1% les plus riches vers l'ensemble de la population, vers les travailleurs. Démocratie, etc. Et d'après ce que je vois, en fait, on utilise un mot qui est pas à sa place. On n'est pas dans un système démocratique, mais dans une aristocratie élective qui impose toujours un système pyramidal avec toujours une obligation de lutte des classes. Par son système, par sa définition, en fait. Tant qu'on mettra des emplâtres sur attaquer un système aussi, cela, on ne s'attaquera jamais à ce système, en quoi qu'on va avoir enfin la paix. Puisqu'il y aura toujours, tant qu'on laissera un système où il y aura une possibilité de lutte des classes, on continuera le même mécanisme. Et je ne pense pas que ce soit le néolibéralisme aujourd'hui qui nous fasse de l'ombre, mais que ce soit ce mécanisme de non-démocratique qu'on fait croire comme démocratie pour nous faire gober n'importe quoi. Et de laisser toujours la place au pouvoir de toujours une petite aristocratie qui met leur pion dans tous les postes au pouvoir. Et comme on sait comment fonctionne l'institutionnel, à partir du moment où il y a cette démocratie, enfin, soi-disant cette élection comme ça, si on regarde sur unique, il montre que les mécanismes humains font qu'on sélectionne 50% des psychopathes au pouvoir. Alors, la question c'est comment est-ce que les personnes peuvent avoir des idées de nuire à les gens, mais simplement parce qu'ils sont en dehors de la réalité et que nous-mêmes, nous sélectionnons des psychopathes au pouvoir. Enfin voilà, je veux dire. Ça m'a fait la peine ma deuxième flèche pour, effectivement, on a parlé de lutte des classes et de la nécessité pour les travailleurs de construire une idéologie, en reposant notamment sur le mouvement syndical, mais petit problème quand même quand on apprend que Rudy Dallaire se fait payer lui-même son salaire sur une société comme indépendant complémentaire et donc participe lui-même d'une forme d'optimisation fiscale alors qu'il devrait être à la pointe de la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà. Non, il n'y a pas de proposition à... Donc effectivement, quelqu'un... Vous avez une question en fait, hein, je vous entends tous machin à parler de il faudrait changer ceci ou cela sur les taxes, mais c'est le mécanisme qui est foireux. Qu'est-ce que vous proposez à changer ce mécanisme pyramidal où on donne le pouvoir à une élite? Est-ce qu'on prend quelques questions? On répond l'une à une. Alors si je peux réagir à ce qui vient d'être dit, moi je pense que vous avez totalement raison, c'est que on est dans un système qui n'est pas réellement démocratique. Donc on a acquis des séries de droits démocratiques, c'est le mouvement ouvrier essentiellement d'ailleurs qui a acquis ces droits par la lutte parce que on ne les a pas concédés en tant que tels. Mais justement, le fait que ce soit par la lutte, c'est pas anodin. Je pense que effectivement, les véritables rapports de force, c'est pas. J'ai beau être parlementaire, je le dis malgré tout, et d'ailleurs quand le PTB s'est présenté aux élections, on s'est dit clairement, nous on veut être les relais au Parlement des luttes qui se mènent sur le terrain, parce qu'on pense que c'est là que les véritables rapports de force se font. Et donc voilà, donc on a toujours dit clairement que cette démocratie, elle est effectivement corrompue par l'argent, par le fait que, voilà, il y a des mécanismes comme on vient d'en parler, qui font que ce système ne fonctionne pas réellement de manière démocratique et se fait au profit d'une minorité, parce qu'il y a une classe dominante, hein, qui est la classe des multinationales, des banquiers, des grands patrons de grandes sociétés, qui, on le voit, a un pouvoir considérable, même si le pouvoir n'est pas officiel. Et quand on voit le pouvoir de la table ronde des industriels européens qui est installée ici à Bruxelles, à côté de la RTBF, et quand vous regardez les textes qu'ils produisent et les directives européennes qui suivent deux ou trois années plus tard, que vous voyez qu'il y a parfois du copier-coller, que le patronat même au niveau européen, pour certaines choses, est associé officiellement à certains processus décisionnels, il y a effectivement un problème. Et ça, c'est les rares fois où c'est officiel, mais le plus souvent, c'est officieusement que les choses se font. Donc effectivement, le pouvoir de l'argent reste
l'élément déterminant dans cette société. Et effectivement, je pense qu'il faut revoir, les paradigmes de cette société. Il faut envisager une société qui sort de ce contexte capitaliste, ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait commencer à nationaliser le petit épicier du coin, etc. Mais je pense qu'effectivement, le pouvoir des multinationales dans nos pays est trop important. Il faut casser ce pouvoir. Il faut envisager une société qui soit faite, non pas sur la recherche du profit de quelques puissances économiques, mais qui soit à la mesure de l'être humain, qui soit basée sur la satisfaction des besoins, des nécessités de la population. Ça, effectivement, il y a toute une société à repenser. Alors, mais c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Il y a toutes sortes de batailles à mener au quotidien contre les attaques auxquelles on est confronté. Donc on ne peut pas dire on fait l'impasse sur les attaques immédiates qu'on subit et on ne peut pas dire on verra ces attaques plus tard. Non, je pense que c'est un tout. Il faut dire voilà, on se bat contre ces attaques immédiates parce qu'elles sont urgentes et il faut se battre, mais en même temps rappeler qu'il y a quelque chose de fondamentalement pourri dans ce système économique. Le plus peaufiné n'est pas la dette soigneusement entretenue. Donc la dette publique, ou celle qu'on connaît, celle qu'on craint tous, celle qu'on met en face de nous dès qu'on ose demander quelque chose. Ouais. Est-il possible de s'en débarrasser sur le décider du jour au lendemain? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Je veux dire, si vous annulez une dette, forcément, celui qui détient cette dette subit une perte de valeur, devient moins riche. Est-ce qu'elle est fictive? Non, elle est fictive dans la mesure où elle ne sera jamais remboursée, c'est évident. Enfin, aujourd'hui, jusque maintenant, la Belgique ne fait pas défaut, la Grèce va faire défaut, ou en tout cas ne va pas tout rembourser. Les détenteurs de dette grecque, ils savent qu'ils vont prendre une perte de valeur, maintenant pas de bol, qui sont les détenteurs de la dette grecque, vous et moi. Par la manipulation faite en 2010 et surtout en 2012, enfin 2010-2012, eh bien on a transféré une dette qui était détenue par des acteurs privés par une dette détenue par les contribuables européens, enfin de la zone euro. Donc si on annule une partie de la dette grecque, c'est les contribuables belges, allemands, français, etc. qui reprendront en fait cette dette à leur compte, puisqu'ils sont endettés pour prêter à la Grèce. Si la Grèce dit je ne rembourse pas, ben nous on reste avec notre dette, alors il faudrait faire défaut à notre tour. En effet, ces 30 dernières années, nos économies ont été motorisées par la dette, pas seulement la dette des États, mais la dette des entreprises, la dette des ménages, la dette du secteur financier, beaucoup plus encore. Et donc, allez, si on prend la situation espagnole ou irlandaise, ces deux pays avaient une dette minimaliste, la dette publique, je veux dire. Mais par contre, le secteur bancaire, le secteur de la construction, se sont endettés jusqu'au cou et au-delà pour alimenter une bulle immobilière qui, quand elle a explosé, les a laissés rejoindre comme devant. Et alors, on a nationalisé la dette de ces acteurs privés. Vous pouvez toujours vouloir annuler la dette de manière pure et simple. Moi, ce n'est pas ma méthode préférée. Ma méthode préférée pour annuler la dette, pour réduire la dette à un niveau soutenable, c'est tout simplement de dire, eh bien, on pratique non seulement un impôt sur le patrimoine en régime, mais on pratique un impôt exceptionnel de crise sur le patrimoine, en plus de, d'accord, pour rembourser la dette. Alors, sur le papier, ça veut donc dire qu'on n'annule pas la dette, d'accord. Sauf que, en fait, on prélève au gros patrimoine, c'est-à-dire à ceux qui ont profité de l'endettement de la société, puisqu'en fait, la dette enrichit les riches, d'accord. Ceux qui prêtent, les prêteurs nets, donc sont les détenteurs de patrimoine. Ce sont les détenteurs de patrimoine qui ont profité de 30 années de croissance motorisée par la dette. Donc, si vous voulez résoudre la question de la dette de manière socialement juste, vous devez prélever, en fait, de quoi rembourser chez ceux qui ont profité du système, c'est-à-dire les détenteurs de patrimoine. Et avec ça, vous remboursez les détenteurs de patrimoine, c'est-à-dire eux-mêmes, et les autres. D'accord? Autrement dit, à ceux à qui on prélève de quoi les rembourser, c'est-à-dire qu'on annule leur partie de la dette, et on leur prélève aussi de quoi rembourser les autres créanciers. La méthode d'annulation pure et dure fait que vous tirez dans le tas. C'est-à-dire tout le monde subit une perte, y compris, par exemple, les fonds de pension. Alors, vous allez dire, les fonds de pension, ce n'est pas uniquement les 1% encore profitent. Toute une série de gens ont, enfin, je ne sais pas en Belgique combien de pourcents c'est de personnes qui, en plus de leur pension légale, ont une pension assurance groupe. Je dis, si
si les fonds de pension perdent parce qu'ils sont détenteurs de dettes, ce qui est le cas en général, ça veut dire qu'à la fin, ce sont leurs affiliés qui vont boire une partie du bouillon. Et donc là, on peut se poser la question de la justice sociale de cette méthode-là. Donc je préfère l'apuration de la dette par l'impôt exceptionnel sur le patrimoine plutôt que par la méthode de l'inflation, de la croissance ou de l'annulation pure et simple.